Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Damien Schmitt, je suis le fondateur de la société Atios. On est une société qui est spécialisée dans les technologies cloud et en particulier des technologies AWS. On est pour ainsi dire un pure player AWS. Euh, on est d'ailleurs plutôt du camp, on n'est pas très loin, on est du côté d'Ittenheim. Aujourd'hui, on est venu pour vous parler de bases de données graphes. Je ne sais pas si d'ailleurs parmi vous, il y en a qui ont déjà pratiqué ce type de moteur de base de données. Soyez Ok. pas timide. Un, deux, trois. Pas mal de curieux aussi, du coup. Il y en a qui font semblant aussi, je vois. Je suis venu en compagnie Alors initialement, je devais être en compagnie de Louis. Malheureusement, Louis s'est porté pâle et c'est Samy qui, du coup, est avec moi. Je te laisse te présenter. Ouais. Du coup, moi, c'est Sami Fetemia. Je suis Cloud Solution Architect chez Atios. Depuis quelques années, j'ai beaucoup travaillé avec des technographes. Et du coup, le choix était fait pour remplacer Louis, qui a pas pu venir. Du coup, on va revenir un petit peu parce que comme il y a une bonne partie d'entre vous qui ne connaît pas nécessairement réellement ce que sont les bases de données graphes, donc on va un petit peu regarder dans quel cas d'usage on peut utiliser ce type de moteur. Et puis ensuite, on aura un petit peu d'introspection sur le sujet avec Samy, et puis une petite démonstration pour vous montrer un petit peu dans la réalité comment ça se concrétise. Pour commencer, bon, moi je trouve ça assez incroyable, mais les bases de données en graphe, ça permet finalement de modéliser énormément de choses. Euh, on a souvent, ces 20-30 dernières années, essayé de modéliser les données au format SQL, qui a lui-même été une révolution à une autre grande époque qui nous est un petit peu lointaine maintenant. Mais qui quand même apporte aussi un certain nombre de contraintes, puisque du coup on a un schéma, on a des choses qui sont très structurées, très structurantes, qui présentent des avantages, mais aussi un certain nombre d'inconvénients. Donc il y a une petite dizaine d'années, on a commencé à travailler avec des bases de données NoSQL. Donc là on est revenu aux sources, hein, des choses où on peut mettre un peu de bazar n'importe comment dans tous les sens, qui est aussi très intéressant, mais qui du coup, lui aussi, a un certain nombre de contraintes, et notamment, effectivement, il n'y en a pas beaucoup des contraintes. Moi, j'ai souvent pour l'habitude de dire que les bases de données graphes, c'est justement un petit peu un mix des deux. C'est-à-dire que quelque part, on va ingérer des données dans des formats qui sont très variés, avec très très peu de contraintes. Par contre, ce qui est différent, c'est que à l'inverse des technologies SQL traditionnelles qu'on connaît, le schéma il n'est pas porté par l'ensemble des données, l'ensemble de la base de données, mais il va être porté par vos requêtes. Et donc, du coup, ça va finalement nous permettre d'avoir des modèles, des schémas qui seront complètement en fonction de ce qu'on veut requêter et pas nécessairement globaux à l'ensemble des données. Voilà un petit peu pour introduire le sujet. Concernant les cas d'usage, il y a 4-5 grands cas d'usage relativement traditionnels, même si on verra que on peut complètement se détacher on va dire des chemins tout tracés. Le premier chemin, c'est les bases graphes qui sont utilisées pour gérer de la connaissance, notamment dans le monde scientifique, pour gérer des médicaments, des contre-indications, et finalement identifier peut-être des choses qu'on n'avait pas vues avec un œil humain, parce qu'il y a trop de données pour qu'on puisse avoir un regard précis sur des relations et identifier facilement des relations. C'est sur ce genre aussi de base de données qu'on peut appliquer de l'intelligence artificielle générative pour faire des recommandations. Et là aussi, c'est très intéressant d'avoir des relations extrêmement diverses et variées sur de la connaissance, sur des produits, sur des équipes, sur tout un tas de choses de ce type-là. Deuxième grand cas d'usage, tout ce qui est identité. Un exemple assez traditionnel, c'est les réseaux sociaux. Euh, un tel est en relation avec un tel. Du coup, j'ai liké tel post, j'ai eu tant de commentaires de telle personne. Et finalement, au travers d'analogies, on va retrouver des schémas de relations qui sont un peu similaires entre différentes personnes. Ça va pouvoir permettre de générer des recommandations. Donc, les recommandations, c'est aussi ce qu'on va retrouver dans tout ce qui est CRM, gestion de produits, dans le retail et dans ce genre de choses. Autre cas d'usage qui est lui aussi très traditionnel, c'est l'analyse et la recherche de fraude.
Ce qui est un peu particulier, c'est que là, on va essayer de beaucoup plus travailler sur du temps réel. Alors, l'exemple le plus classique dans le monde bancaire, c'est l'utilisation d'une carte bancaire. On va prendre toute la traçabilité, on va la mettre dans des bases de données graphes. Et effectivement, quand je vais acheter un sac à main à New York, si en même temps, 5 minutes plus tard, je vais acheter un autre sac à main à Paris, ça va être un petit peu suspicieux quand même, quoi. Voilà, donc c'est assez classique. D'ailleurs, nous, on a une expérience assez intéressante sur le sujet. Malheureusement, on ne pourra pas vous détailler pour quel client on travaille sur ce genre de sujet de sécurité, mais on travaille dans le monde du pari avec plusieurs acteurs majeurs, dont d'ailleurs le PMU. Vous connaissez certainement le PMU. C'est pas avec eux qu'on a travaillé sur ce sujet, mais on a, comme c'est un peu la thématique, hein, Las Vegas, la thématique. Et effectivement, on a travaillé justement sur la fraude en ligne. Et notamment, on ne le sait pas suffisamment, mais en fait, les jeux d'argent sont aussi beaucoup utilisés pour faire du blanchiment. Et il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents, très malins pour trouver plein de solutions pour essayer de blanchir de l'argent sur des plateformes de ce type-là. Et effectivement, on a eu l'opportunité de travailler sur des bases de données graves justement dans cet objectif-là. Donc là, le gros intérêt, hein, c'est de pouvoir identifier des patterns qui sont anormaux, de les identifier le plus tôt possible en temps réel, de manière à pouvoir bloquer ces comportements-là le plus rapidement possible. Autre cas d'usage qui touche aussi à la sécurité. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a beaucoup qui travaillent avec les technologies AWS. Certains auront peut-être reconnu le logo qui est à droite. Ça parle à quelqu'un? Non. Si. Presque. Non. Amazon Detective. Amazon Detective, et alors je pense pas trop me tromper en disant qu'effectivement il s'appuie sur des bases de données graphes. L'idée étant sur la sécurité, quand on a un certain nombre d'assets, de logs, quand on a tout un tas d'informations sur une infrastructure et sur des applications informatiques, c'est d'identifier là aussi potentiellement des points de passage pour essayer d'améliorer la cybersécurité en essayant d'identifier les potentielles vulnérabilités qu'on peut avoir sur un système d'information, les chaînes par lesquelles on pourrait passer pour atteindre un objectif critique pour l'entreprise. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'une société qui s'appelle Wiz. Ils ont un petit peu fait parler d'eux dernièrement. Ils ont refusé une offre de Google de 32 milliards de dollars pour se faire acheter. J'aurais bien aimé refuser à leur place. Ils se sont fait connaître aussi pour ça, mais en fait, justement, voilà, ils travaillent exactement là-dessus. Ils captent énormément de données sur le système d'information et effectivement, ils utilisent aussi des bases de données graphes pour aller essayer d'identifier des vulnérabilités, des problématiques dans des systèmes d'information. Voilà un peu pour on va dire les cas d'usage génériques, mais en fait, en réalité, on voit qu'on peut utiliser les bases de données graphes dans plein d'autres domaines. Samy aura l'occasion aussi de vous en parler un petit peu. Évidemment, au regard de notre relation avec AWS, on aurait difficile de ne pas vous parler de Neptune. Amazon Neptune, c'est le service de base de données graphes d'AWS. Donc, c'est un service de base de données managé. C'est-à-dire qu'en fait, avec quelques lignes de code, on peut déjà profiter d'un moteur de haute disponibilité, de très haute performance. Et effectivement, les démonstrations et l'essentiel de ce dont on va vous parler maintenant s'appuie effectivement sur Amazon Neptune. Un service qui existe depuis un petit moment maintenant, que nous on pratique depuis, je dirais, 4-5 ans maintenant, et qui a largement aussi progressé et évolué ces dernières années pour tout ce qui est serverless et plein d'autres choses. C'est la magie du live, ça. Oh. Alors, où est la souris? Ça tombe bien, parce que du coup, je vais... Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des bases de données en graphe sur Neptune? Non. Et ben voilà. Je te laisse la main, Samy. Ouais. Alors, Amazon Neptune, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une base de données graph proposée par AWS sous forme d'un service. Et du coup, en fait, ça va permettre de pouvoir injecter des milliers, des millions, des milliards de nœuds graphes dans un moteur qui est propriétaire AWS. Ça permet d'attaquer la base de données du coup avec trois
trois moyens différents. Donc on a le RDF, Sparkle, on a OpenCypher et Gremlin. Donc RDS et Sparkle, c'est la même chose. RDF et Sparkle, c'est la même chose. Et du coup, il y a deux types de déploiements intéressants. Donc, il y a un déploiement serverless. On ne va pas s'occuper des instances du cluster de base de données. Et un autre type de déploiement où on va aller choisir nos instances de base de données. L'objectif, en réalité, sur Neptune et sur ce type de base de données, c'est d'avoir un maximum des nœuds qu'on va aller inscrire en mémoire. Donc il y a une partie stockage sur disque et il y a nos instances du coup de base de données Neptune qui ont un cache mémoire. Il va y avoir deux types d'instances de base de données. Donc il va y avoir le writer, celui c'est le master en fait, hein, c'est celui qui va pouvoir recevoir les écritures dans notre graphe et des réplicas en lecture de nos données. Pour faire de la haute dispo et pour pouvoir un petit peu aussi dispatcher les lectures sur notre graphe. Là, ce que va apporter Neptune, c'est qu'ils ont une architecture qui va découpler la partie compute, donc les instances, et la partie stockage. Donc c'est stocké, enfin c'est complètement découplé, et ce qui fait qu'on va avoir, en fait, dès qu'on va avoir une requête, nos nœuds Neptune vont accéder au stockage, au système de stockage, et récupérer un maximum d'informations du coup en mémoire, constituer un cache, et ensuite les requêtes sont processées au maximum en fait en mémoire. Voilà, un petit peu l'archi Neptune. Du coup, dans quel cas est-ce qu'on va utiliser un graphe? Alors, il y a les clients qui aujourd'hui utilisent des graphes qui sont à gauche, très peu nombreux. Enfin, on a très peu vu en application. Mais il y a tout un tas de personnes en fait qui pourraient bénéficier d'une base de données graph et qui n'ont pas essayé ou qui n'ont pas sauté le pas pour essayer de faire rentrer leur modèle de données dans une base de données graph. Donc ça va s'appliquer à plein de cas comme l'analytique graph bien sûr. On va avoir des transactions OLAP ou LTP où ça peut complètement, les bases graphes Neptune peut s'adapter à ce type de charge. Mais du coup, et c'est un petit peu aussi ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est on peut faire du vector search avec une base de données graph. Et c'est là où ça devient intéressant. On peut aller stocker des embeddings et ce genre de choses dans une base de données graph. Et là, ça devient un petit peu intéressant pour le monde de l'IA. Ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'use cases pour lesquels on n'utilise pas les bases de données graph, mais qui seraient complètement adaptés à ce type d'usage. Alors, dans le paysage du monde des graphes, du coup, aujourd'hui, on a trois solutions quand on veut faire du graphe. Soit on va avoir du custom un petit peu, où on va prendre un framework qui va être exécuté sur des machines, où on va aller charger un graphe et faire des requêtes en temps réel sur notre machine de data scientist ou data analyst. On va utiliser ces frameworks pour exécuter nos requêtes. On a des traitements type HPC qui vont tourner sur des clusters spécialisés, mais en général des algos très spécifiques du monde des graphes qui vont s'appliquer sur des clusters HPC du coup. Et ensuite, on a la base de données graph qui, elle, l'objectif des bases de données graph, c'est de fournir un cadre de travail, on va dire, de généraliser un petit peu les usages dans l'entreprise autour des bases de données graph. Voilà, donc on a les Neo4j, Neptune, tout ça, c'est des solutions qui sont là pour essayer de généraliser ces usages du graph qui autrefois étaient très spécifiques en fait, ou c'était très custom. Et du coup, Amazon, qui sont très AWS plutôt, qui sont très customer centric, ont entendu un peu cette demande de la part de leurs clients.
Et donc énormément de clients qui voulaient faire des requêtes, et de la découverte de données sur des graphes, sur des milliers et des milliards de nœuds connectés entre eux en quelques secondes. Et c'est là où est arrivé le service Neptune. Euh, et en fait, pour faire ça, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il faut pouvoir stocker tout ça, enfin, faire ses calculs en mémoire, quoi. Quand on va vouloir avoir une latence faible sur des volumes aussi importants de données, ben, du coup, c'est des machines qui vont être memory intensive, quoi. Tac. Et c'est là où entre Neptune Analytics en jeu. Alors Neptune Analytics, c'est un moteur qui a été construit par-dessus Neptune pour justement, comment dire, pour justement proposer un système de requêtage qui va être plus proche du monde HPC en termes de performance que ce qu'on avait avec du Neptune classique. Et donc là, Neptune Analytics va essayer de réunir un petit peu ces trois mondes qu'on a vu tout à l'heure dans une solution complètement managée par AWS et facile à mettre en œuvre. Donc du coup, on le verra tout à l'heure durant les démos, mais en quelques clics, on va pouvoir créer un cluster Neptune Analytics, y charger nos données et faire des requêtes dessus. Et pas besoin d'être un génie de l'infrastructure pour pouvoir le faire. En fait, pour détailler un petit peu sur Neptune Analytics, euh, à quoi il va servir? Du coup, c'est un service qui va être tout packagé, dans lequel on va aller pouvoir charger nos données depuis S3 directement dans le cluster, à la volée, rapidement, de manière à ce qu'on puisse démarrer un cluster, faire nos calculs, et une fois que notre analyse est terminée, pouvoir l'éteindre du coup économiser des coûts de run. L'objectif, ça va être de pouvoir avoir des clusters qui ont des quantités de mémoire énormes, astronomiques, pour pouvoir charger un maximum de données, faire nos calculs, et ensuite les éteindre une fois que le calcul est terminé. Alors il y a ce genre de use case où en fait on va démarrer le cluster et l'éteindre après, mais il y a des use cases sur lesquels en fait on va garder ces clusters aussi allumés en permanence parce que il nous faut, on a vraiment des besoins énormes en mémoire et qu'on a besoin d'avoir du calcul par exemple en temps réel sur des données fortement connectées. Et on peut y stocker, donc j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu aussi, des données pour faire de l'IA, faire du RAG, donc stocker des embeddings, et où on peut même aller stocker nos données dans la base graph, et avec LangChain par exemple, faire une intégration avec LangChain et pouvoir poser des questions à son graphe en langage naturel. Et donc se faire aider un petit peu par la machine pour essayer de découvrir des connexions entre des nœuds qu'on n'aurait pas imaginé avant. Donc on l'a dit, l'analytique éphémère, requête à faible latence, c'est ce qu'on a dit, ouais, et vecteur de... Voilà, si on peut aller directement au slide d'après. Ouais, alors si, peut-être pas rajouter quand même, là on peut quand même charger, parce qu'on avait essayé de comprendre Ouais. qu'est-ce que ça veut dire un gros graphe, hein, parce que pour le coup on a eu l'occasion de travailler sur des graphes qui étaient quand même de taille relativement importante jusqu'à présent. 50 milliards de nœuds, Oui. oh, ça commence à tamponner un peu, quoi. Donc effectivement ça permet d'aller très très loin et surtout effectivement de le maintenir en temps réel. Mm. Du coup, sur le site, sur la plateforme Amazon.com, on parlait tout à l'heure des types de graphes. Il y a, sur Amazon.com, ils utilisent des systèmes, Neptune, pour aller stocker et faire de la recherche de fraude, par exemple, sur les retours des colis ou sur ce genre de choses. Ils vont chercher des patterns bien spécifiques. Et du coup, sur Amazon.com, ça tient la charge. Donc, ouais, c'est quelque chose de costaud, quoi. C'est costaud. Alors, du coup, ça permet de charger des modèles complets, puis surtout, ça permet d'utiliser un certain nombre d'algorithmes qui sont intégrés directement dans la partie Neptune Analytics,
C'est un peu l'objet de ce slide. Ouais, complètement. Alors du coup, dans Neptune Analytics, en plus de ce qu'on a disponible sur Neptune tout court, on va avoir des algos qui sont directement intégrés à la solution. Et donc plusieurs types d'algorithmes qu'on va pouvoir appeler directement depuis nos requêtes. Donc il y a des algos de clustering, de similarité, centralité, faire du calcul de chemin, ce qui semble être enfin, c'est un use case assez usuel. Et la similarité de vecteurs qui va être utilisée pour des use cases plutôt LLM et ce genre de choses. Donc ça, c'est des algorithmes qui sont directement intégrés dans la solution Neptune Analytics et qui sont optimisés pour fonctionner à haute performance et à faible latence, et qui sont directement disponibles. Par exemple, ici, on a une requête qui va, depuis les États-Unis, regarder quels aéroports on peut atteindre depuis un graphe qui va contenir la liste des aéroports en fonction de leur pays. Et là, on utilise sur la 3e ligne, la 4e ligne en comptant le commentaire, neptune.algo.bfs.level. Et donc ça, c'est un algo qui va nous permettre d'aller récupérer le niveau d'imbrication, enfin le nombre de connexions de liens qui ont été suivis, de hop, pour arriver à un nœud en question. Et donc aussi simplement que ça, on peut aller récupérer, utiliser une fonction. Là, c'est plus la recherche de plus vecteur, où on va chercher des titres de livres qui ressemblent à Travel Portugal et essayer de voir s'ils n'ont pas été vendus ou achetés par des vendeurs ou des acheteurs qui sont suspicieux, qui ont été tagués comme étant suspicieux. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire sur des algos type recherche de fraude. Et donc là, on a on utilise voilà, on utilise Neptune Vectors Top by Node pour aller trouver des titres qui ressemblent à Travel Portugal. Donc là, vous pouvez constater quand même que Samy connaît les slides depuis hier soir 17h. Et donc, il lit les requêtes pour vous. Hein. Alors ça, c'est le type d'architecture qu'on va pouvoir utiliser si on veut faire du LLM avec Neptune. Alors on va avoir notre application de GenAI qui est sur la gauche. On utilisera des services qui sont, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, pour ceux qui connaissent un petit peu AWS, on a Bedrock, SageMaker, et puis LangChain qui est plutôt open source, mais sont des services d'IA. Donc Bedrock, c'est du modèle de LLM sur étagère, prêt à être utilisé. Et SageMaker, c'est le framework qui va permettre de faire tourner de l'inférence, enfin, faire de l'inférence et faire de l'entraînement aussi, mais dans ce cas-là, c'est plus de l'inférence, c'est avec des modèles. Et LangChain qui va nous faire la glue entre tout ça. Et donc du coup, on va chercher nos embeddings dans notre base de données Neptune, tout en haut, et utiliser notre carré du bas, Generative AI Models, pour aller générer nos réponses pour nos utilisateurs. Ça marche en vrai, hein. Donc il n'y a pas il n'y a pas besoin d'énormément de services et il n'y a pas besoin de connaître énormément d'infra pour réussir à faire tourner un LLM qui ressemblerait à ça. Sur la partie de gauche, pardon. Ouais, sur la partie de droite, là on a en fait, le stockage de nos embeddings dans Neptune. Donc on a notre data lake qui est tout à droite. On va utiliser des services d'ETL pour aller fabriquer nos vecteurs avec les modèles qui sont disponibles en bas et du coup les stocker ensuite dans Neptune. Là, c'est une architecture qui va vous permettre de faire du Q&A, pouvoir interroger Neptune avec du langage naturel. Donc du coup, notre utilisateur, on va utiliser LangChain qui va aller transformer le langage naturel
en requête pour notre base de données Neptune. Et donc nous retourner les résultats. Et donc du coup, vous avez à droite là le code avec l'intégration entre LangChain et Neptune qui existe déjà. Donc si vous voulez essayer, c'est disponible et c'est open source. Donc ce code là, donc à la fin, on fait chain.run, how many outgoing routes does Austin Airport have? Et du coup, ça nous transforme le résultat en requête pour la base de données Neptune et ça nous retourne le résultat directement. Donc on va pouvoir interroger nos graphes en langage naturel, ce qui peut être super intéressant. Sur ce slide, du coup, oui, c'est quelques use cases. Donc sur les slides suivants, là, on va parler un petit peu de quelques use cases pour des clients qui veulent faire de l'analyse éphémère. Ça va être par exemple pour la détection de fraude en temps réel, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc Neptune Analytics, on va aller monter des clusters qui vont précalculer des patterns et pouvoir stocker ensuite des fraudes potentielles pour des services financiers par exemple. Pour les médias et technologies, oui, voilà, donc on va pouvoir analyser des grands graphes à taille énorme en temps réel, et puis pouvoir ensuite éteindre notre cluster une fois qu'on a fini de faire nos analyses. Surtout dans les médias, en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont des informations qui n'ont essentiellement du sens que le lendemain d'une diffusion d'un programme. Et le côté analytics, enfin, ça sert à rien de le refaire tous les jours. Les données d'hier, ça devient les données d'avant-hier. Il n'y a pas énormément d'intérêt de relire l'ensemble des données. Donc c'est vrai que c'est des volumes très importants de données. Il faut être en mesure de pouvoir les analyser rapidement. Une fois qu'on a son résultat, on n'a plus besoin du reste. Ouais. Les requêtes à faible latence. Du coup, là, on a c'est un use case. Du coup, une entreprise qui s'appelle Snap qui fait de la messagerie instantanée. 750 millions d'utilisateurs actifs, donc on imagine le nombre de nœuds qu'il peut y avoir entre les utilisateurs, leurs messages, les connexions avec leurs amis, les contacts. Et du coup, ça fait des milliards de connexions en temps réel, enfin en réalité. Et du coup, avec du Neptune Analytics, on va pouvoir faire de la recommandation temps réel d'amis, comme ce que vous avez sur vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est un vrai use case qui est en production, donc cette application Snap. On parlait d'Amazon.com, qui a permis, du coup, Analytics a permis de réduire le temps de recherche de fraude par 25%, parce que du coup, on a pu automatiser ils ont pu automatiser énormément leur processus de recherche de fraude. Yes. Et ensuite, les use cases de recherche vectorielle. Du coup, ça, on peut imaginer des données de santé qui sont, tu parlais tout à l'heure, Damien, des médicaments et des contre-indications de médicaments. Et du coup, pouvoir mettre dans les mains des médecins des LLM qui vont permettre de faire de la recommandation en temps réel basé sur ces données-là. Ah oui, ça c'était sympa aussi. C'est du coup un magasin de vente en ligne qui va pouvoir utiliser du contenu qui est piraté, pouvoir chercher de la similarité avec des contenus qui sont vendus par d'autres magasins et pouvoir dire que en fait ce contenu il est illégitime parce qu'en fait il a été c'est en gros du faux quoi. En fait c'est du faux contenu ou de la copie. Alors, Neptune Analytics, c'est un modèle de tarification à la demande, ce qui peut être sympa parce que du coup, assez facilement, on le démarre, on l'éteint, on va payer juste pour notre utilisation. Et il y a on va calculer dans une unité qui s'appelle le MNCU, Neptune Computing Unit, M pour mémoire. Et donc, on va juste provisionner un nombre de MNCU pour notre cluster. Et pour chaque MNCU par heure, on aura un tarif suivant la région sur laquelle on va vouloir déployer.
Et du coup, c'est serverless. On n'a pas besoin de se soucier des instances. On clique, on démarre le cluster. Une fois qu'on a fini, on peut l'éteindre. Voilà. Et maintenant, c'est démo. Du coup, les Ah, c'est vidéos. vrai, pour le coup, on a fait. Ouais. Alors, tchou, tchou, tchou. Alors, la démo, normalement, voilà, vous avez un QR code qui est là, si vous souhaitez refaire cette démo chez vous, vous pourrez aussi, il n'y a pas de souci. Pour autant, il faut que tu passes le truc parce que Ouais. sinon. Donc, du coup, on a misé sur le show, vous en doutez, hein, surtout que. Il a bien donc, fait. hein, donc, il a bien fait. Louis nous a fait des vidéos quand même avant de se porter pâle. Et pardon. Le QR code, ouais, bien sûr. Pardon. Je le remettrai tout à l'heure, hein, de toute Ouais, façon, hein, sinon on le pour ceux qui n'ont remettra pas eu tout le à temps. l'heure. Et puis sinon, on n'est jamais très loin. C'est bon? C'est passé? Ou sinon, il faudra zoomer? Je zoomerai tout à l'heure dessus si. Du coup, on va vous passer les petites vidéos qui vont être commentées par Samy. Yes. Alors, du coup, on va commencer par la création d'un cluster Neptune. Je vous disais depuis tout à l'heure que c'était facile à faire. Le prérequis, avoir un compte AWS. Ça, ça a l'air d'être voilà, plutôt classique. Et ensuite, vous allez du coup dans la console. Vous allez dans la console, vous cherchez le service Neptune et vous arrivez là-dessus. Et donc tout à gauche, là, vous allez pouvoir ensuite aller dans la catégorie cluster et là, vous allez pouvoir lancer un cluster Neptune. Et en haut, voilà, on crée un graphe. En gros, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir pour notre graphe? On va lui donner un nom. Ensuite, on a la possibilité de sélectionner une source de données. Ça, c'est plutôt pratique. Soit on se fait des scripts qui vont aller charger notre graphe, mais si on veut un truc très éphémère, du coup, ça va tourner pendant longtemps. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est charger directement les données depuis S3. S3, c'est un service de stockage en mode objet d'AWS. On va pouvoir choisir les données depuis S3 ou depuis un cluster Neptune existant. Voilà. Ensuite, un peu petit. Voilà, donc depuis S3, un cluster Neptune existant, ou sinon, soit un snapshot, soit un cluster qui tourne actuellement. Voilà. Ensuite, on passe à la partie réseau qui est juste en dessous. En fait, ce qu'on va faire, c'est créer un point, un endpoint, un point de terminaison dans votre VPC, donc une URL en fait, qui sera dans votre réseau, parce qu'on le déploie en réseau privé. Et ensuite, bah, vous aurez votre cluster Neptune qui tournera sur votre compte AWS et qui pourra être utilisé soit par vos scripts à vous, et sinon on va pouvoir utiliser en fait des scripts, des notebooks Jupyter. Je pense que vous connaissez peut-être tous pour pouvoir directement faire des requêtes sur notre graphe. Euh, et du coup, depuis la console, hop, je vais choper la fenêtre là, tchac. Alors, vous pouvez aller créer des notebooks Jupyter directement depuis le menu de Neptune. Donc en créant un notebook ici, ou sinon sur le QR code que vous aviez tout à l'heure, en fait, il y a un script d'infrastructure as code que vous pouvez exécuter sur votre compte et qui va automatiquement vous créer le notebook avec des scripts prédéfinis de démo que vous allez pouvoir jouer et puis qui vous inspireront pour vos futurs use cases. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a directement créé le notebook depuis le CloudFormation. Et du coup, vous avez à disposition, voilà, donc là, on voit un petit peu l'arborescence des différents notebooks qui existent, sont fournis. Voilà. Et donc, du coup, là, on va parler du truc assez classique. C'est en gros les aéroports dans le monde. Donc, on a des aéroports qui sont liés à des pays
et qui sont liés à des continents également. Et on va vouloir faire des requêtes sur les différents voyages qui sont possibles de faire entre les différents aéroports. Alors, tac. Du coup, il y a quelques requêtes qui sont déjà fournies. Et en fait, on voit que ben, dans le notebook, on va pouvoir directement exécuter les requêtes avec une magic méthode Jupyter $OC qui va permettre de lancer directement de la requête OpenCypher sur le cluster. Alors le notebook Jupyter, il est directement attaché. Tac. Le notebook Jupyter, il est directement attaché à votre cluster, donc vous n'avez pas besoin de trop tweaker le notebook. En fait, il est déjà customisé. Il n'y a plus qu'à jouer les différentes cellules. Donc les premières colonnes, enfin les premières cellules, la 11 et la 12, elles vont permettre de charger les données depuis S3. Et ici, on l'a déjà fait, donc du coup, on voit qu'il y a 3748 nœuds et 60 000 edge qui sont chargés dans le module, dans le cluster. Alors, tac. Alors, le premier algorithme qu'on va voir, c'est BFS, qui va permettre de faire une recherche en largeur, du coup, dans notre graphe. Et ce qu'on cherche, c'est tous les aéroports qu'on peut aller atteindre depuis Charles de Gaulle. Tous les aéroports qu'on peut atteindre depuis Charles de Gaulle. Et du coup, là, assez rapidement, vous avez vu, c'est en temps réel, du coup, le requêtage. Et du coup, ça répond instantanément. Et donc, oui, avec une profondeur maximum de 3 nœuds, de 3 hops depuis Charles de Gaulle. Quelque chose d'assez sympa, c'est que directement depuis le notebook, on va pouvoir visualiser. Tout à l'heure, il y avait la forme sous forme de tableau. Là, on peut visualiser directement sous forme de graphe. Donc, on clique sur le deuxième onglet. Et là, on peut visualiser le graphe qui est produit. Là, on n'a collecté que des nœuds, mais si on avait collecté des nœuds et des liens, on aurait les liens qui seraient visibles également. Et donc, en cliquant sur un lien, en zoomant, bah, on va pouvoir avoir les détails du nœud en question. Voilà, un autre algo. Donc là, on va chercher le nombre de niveaux en partant de Charles de Gaulle et tous les aéroports, enfin, du coup, le nombre de sauts qu'il faut faire pour aller depuis Charles de Gaulle vers les autres aéroports. En fait, ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, c'est à modéliser si on n'est pas sur une base de données graph. C'est assez complexe à faire en réalité. Et donc là, on peut directement utiliser l'algo levels qui va nous dire, bah, en fait, Pioanuk Airport, c'est au Canada, je crois. Et du coup, il est à 7 hops de Charles de Gaulle. Voilà ce qu'on peut faire. Et ensuite, je voulais juste vous montrer quelques requêtes qui sont aussi possibles un peu plus analytiques, on va dire. Tac. Alors, là, on va chercher le degré. Donc, le degré, ça va être le nombre de connexions de tous les aéroports. Et en fait, on va essayer de faire un classement des aéroports par leur nombre de connexions. Ce qui est sympa à voir, c'est que du coup, on voit que les aéroports européens sont très connectés. Donc, on a Francfort, Paris, Amsterdam qui sont très très connectés, qui font partie du top 10, quoi. Et Istanbul, c'est assez logique, en fait, géographiquement, ils sont plutôt centraux. Enfin, en Europe, on a des aéroports qui sont plutôt très proches. Et du coup, on a beaucoup de connexions avec beaucoup d'aéroports, assez simplement. Une autre analyse aussi qui est intéressante, c'est d'appliquer du PageRank, qu'on va voir juste après.
Donc on peut utiliser, ouais. On peut utiliser directement l'algo de PageRank. Donc on a appliqué là sur chaque route, on a appliqué une distance, hein. Donc il y a des poids sur chacune des routes. Et en fait, là, le PageRank, ce qu'il va essayer de faire, c'est de trouver les aéroports les plus influents en fonction des distances et du nombre de routes. Et là, on va avoir un classement qui est un peu différent. Istanbul qui est toujours premier. Et Charles de Gaulle qui est un peu plus loin dans le classement. Voilà. Et ensuite, il y a un algo de centralité qui, lui, va vraiment regarder quelle est la distance moyenne entre tous les aéroports et trouver les aéroports qui ont la distance moyenne qui est la plus faible entre eux et retourner le résultat sous forme de score. Et puis là, du coup, Charles de Gaulle repasse premier. Voilà. Et donc ça, c'est tous des algorithmes qui sont inclus sur Neptune et qui sont optimisés et qui permettent d'être très très rapides sur des algos connus de graphes, de théorie des graphes, quoi. Voilà, voilà pour la démo. Effectivement, ouais, donc ce qui est intéressant, c'est bon, là on voit avec assez peu de données, etc. hein, mais c'est disponible à scale. Donc on peut aller faire des très gros travaux sur ce genre de solution. Eh bien, écoutez, il est temps de vous remercier toutes et tous. Si éventuellement vous souhaitez qu'on en discute, on est évidemment disponible à la fin de cette session. On est aussi disponible, et si vous souhaitez nous retrouver, on est disponible sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier. Donc vous trouvez nos QR codes là-dessus. J'en profite encore pour une dernière information. Alors, j'ai été sensibilisé sur le sujet, je suis en train de regarder. Vous pouvez gagner plein de choses. Vous pouvez gagner une Kindle, vous pouvez aller des EcoBuds, des EcoSpots et encore plein d'autres choses. Si vous vous rendez sur notre stand, le stand d'Atios, pour aller faire, donc il y a un quiz qui va démarrer dans très peu de temps. Ils ont dit qu'ils nous attendaient, donc du coup, vous avez tous le donc temps. vous avez juste le temps, tranquillement, à la fin de cette session, de nous rejoindre sur le stand d'Atios. Il y a des lots à gagner, on va tester un peu vos connaissances sur différents sujets. Il n'y aura pas de questions sur les bases de données graphes, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention, et comme dit, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.